Depuis 2012, des centaines d'institutions d'enseignement supérieur à travers le monde se sont engagées dans la conception de MOOC, ou Massive Open Online Courses, bâtissant peu à peu une offre de milliers de cours en ligne gratuits dans des disciplines aussi variées que les mathématiques, la physique nucléaire ou la poésie. En marge de ce phénomène, une communauté scientifique constituée pour l'essentiel de chercheurs en informatique et en sciences de l'éducation s'est progressivement formée autour de cet objet hétéroclite. Les travaux issus de ces recherches sont relativement peu connus. Nous parlerons d'abord des recherches visant à décrire les usages à partir des traces d'apprentissage récoltées par les plateformes d'enseignement, avant de nous pencher sur les recherches s'inscrivant dans une démarche plus expérimentale. Le succès médiatique qu'ont connu les MOOC tient sans doute autant au prestige des établissements impliqués dans leur conception qu'à leurs statistiques. Les inscrits d'un cours se comptent par milliers, par dizaines de milliers, parfois par centaines de milliers. Un même MOOC peut délivrer des centaines, voire des milliers de certificats, et les taux de certification, c'est-à-dire la proportion des inscrits qui obtiennent le certificat, sont généralement inférieurs à 10%. L'interprétation de telles statistiques au prisme de la formation initiale fait courir le risque d'interprétation inadaptée au contexte de l'apprentissage en ligne. Avant de tirer des conclusions rapides sur la base de ces statistiques, il est important de comprendre mieux la diversité des usages, que l'on soit chercheur, enseignant ou que l'on occupe davantage un rôle de décideur. Il faut dépasser la vision monolithique qui consiste à catégoriser les participants entre d'une part ceux qui obtiennent le certificat et qui réalisent l'ensemble des activités prescrites, et d'autre part les non certifiés qui ne feraient rien ou si peu. Un certain nombre de recherches se sont attachées à aller au-delà de cette distinction en permettant d'appréhender les usages qui se développent autour des cours de la part des certifiés comme de celle des non certifiés. Pour ce faire, les chercheurs disposent d'une source de données particulièrement riche, les traces d'apprentissage ou Learning Analytics pour les anglophones. Chaque action réalisée sur les plateformes qui hébergent les cours est collectée, datée et archivée. Le clic sur le bouton lecture d'une vidéo, le rendu d'un quiz ou la simple visite des forums de discussion, même une note peut constituer une trace d'apprentissage. Après un travail d'anonymisation nécessaire au respect de la vie privée, ces traces permettent de suivre les trajectoires individuelles de chacun des utilisateurs du cours. Les recherches sur ces vastes jeux de données de traces rassemblent essentiellement des informaticiens et s'inscrivent dans un champ que l'on nomme en anglais l'Educational Data Mining. Si l'utilisation des traces d'apprentissage est ancienne, le degré de détail et les volumes de données récoltées représentent en revanche une relative nouveauté. On trouve notamment de nombreux travaux sur les bases de données récoltées par les plateformes de MOOC américaines Coursera ou EDX, avec des bases de données sur plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Les rapports de Harvard et du MIT sur leurs cours organisés sur EDX montrent qu'il arrive que la moitié des inscrits ne se connectent jamais au cours, ce qui doit nous amener à reconsidérer la manière dont nous concevons le calcul des taux de certification. C'est ce type d'approche qui nous a par exemple permis de montrer sur la base de 6 MOOC organisés sur Coursera que les personnes qui ne terminaient pas les MOOC représentaient néanmoins la majeure partie de la consommation de vidéos au sein du cours, notamment via leur activité de téléchargement. À l'échelle de Coursera, l'analyse des traces d'apprentissage a notamment permis de démontrer que les personnes qui terminaient le cours en ne regardant que les vidéos étaient 2 fois plus nombreuses que les certifiés. Dans le contexte de l'apprentissage en ligne, un utilisateur peut s'approprier le cours de multiples manières et les traces d'apprentissage permettent de refléter ce phénomène. Les traces d'apprentissage peuvent aussi être utilisées dans le cadre de recherches appliquées s'inscrivant dans une logique expérimentale. Ainsi, un certain nombre de chercheurs utilisent les traces pour mesurer l'impact de tel ou tel choix pédagogique sur les comportements des participants. C'est l'un des avantages qu'offrent certaines plateformes de MOOC. Il est possible d'expérimenter différents scénarios pédagogiques sur différents groupes d'utilisateurs au sein d'un même cours, selon une logique que l'on nomme parfois de manière vulgarisée l'A/B testing. Les vastes audiences que rassemblent parfois les MOOC constituent un terrain d'expérimentation idéal à cet égard. Imaginons que l'on veuille déterminer si les participants sont plus actifs lorsque l'on rend leur progression au sein d'un cours public. Pour une moitié des inscrits, on rend les notes publiques,
tandis qu'on les garde privés pour la seconde moitié. On suit ensuite les trajectoires des deux groupes d'apprenants en termes d'usage. On peut répondre par cette approche à toutes sortes de questions, qui n'ont d'ailleurs pas toujours trait à des questions pédagogiques. Préférence pour tel ou tel type de support vidéo, impact de tel ou tel type de relance par mail sur la persistance des utilisateurs, et ainsi de suite. Les traces d'apprentissage représentent un outil de choix pour mesurer les usages qui se développent autour des MOOC, pour mettre en place des expérimentations. Mais par définition, elles ne permettent de capturer que ce qui se passe sur la plateforme et elles décrivent les phénomènes sans réellement les expliquer. On pourra déterminer via les traces d'apprentissage que nombreux sont les inscrits qui téléchargent l'ensemble du cours. Mais que font-ils des vidéos une fois téléchargées? Quelles sont les motivations qui sous-tendent ces comportements? Difficile de répondre à ces questions sans réaliser un travail de terrain mobilisant les approches plus qualitatives issues des sciences humaines et sociales.